Alors, ça commence en fait par l'histoire comme tu as dit Lucie, le ventricule droit il est arrivé plus tard. Et en fait, on ne le respectait pas trop, effectivement. Et ce travail, publié il y a très très longtemps, il disait même si on peut faire des lésions très graves sur le ventricule droit, mais ça ne change pas beaucoup de choses. On ne peut pas avoir une insuffisance cardiaque parce qu'on fait une lésion sur le ventricule droit. Et que c'est le ventricule gauche, en gros, qui fait tout le travail. Nous, les cardiopédiatres, on n'a pas facilité les tâches. Avec le fond de temps, on dit, bon, effectivement, le ventricule droit, on n'en a pas besoin. Puis, les années 80, après la réparation des phallos, on disait, bon, il y a une insuffisance pulmonaire, mais ce n'est pas grave, vous êtes guéri. On change, maintenant on parle de la fuite tricuspide. Donc on est en train de changer un petit peu avec, notre vision de ce ventricule droit. Et ça devient un petit peu philosophique en fait. C'est un petit peu notre vie de société de la loi du plus fort, en disant que le ventricule droit ne supporte pas qu'on lui augmente le post-charge. Sauf qu'en fait, quand on met un ventricule droit en position systémique, on lui fait 5 fois plus de post-charge que d'habitude. Et par contre, le ventricule gauche, quand on augmente le post-charge de 50%, on court tout de suite pour corriger les obstacles. Donc c'est un ventricule qui travaille beaucoup, qui travaille très bien, mais qui a quand même des propriétés particulières qu'on a découvert nous-mêmes au labo l'année dernière sur un travail qu'on a fait sur l'anoxie périnatale, en mettant une sonde de courbe pression-volume dans le ventricule gauche chez le fœtus d'agneau qui a été remis dans le ventre. Et puis on fermait la corde ombilicale. Et on travaillait que sur le ventricule gauche, on étudiait que le ventricule gauche. Malgré la baisse de volume, la pression diastolique dans le ventricule gauche augmente. Et en fait, on ne comprenait pas pourquoi, parce qu'on ferme le cordon ombilical, on arrête beaucoup de débit vers le ventricule gauche et sa pression diastolique augmente. Et la seule explication que nous avons, c'est le ventricule droit qui encaisse cette fermeture de cordon ombilical à travers le canal artériel et qui comprime ce ventricule gauche. Donc effectivement, la relation entre les deux ventricules est indispensable. Et donc si maintenant on recentre un petit peu sur le sujet, la CIA avec le ventricule gauche, bon la CIA, je ne vais pas en parler, ce n'est pas le sujet, donc c'est cette communication entre les oreillettes qui entraîne un shunt gauche-droit qui dépend de la taille de la CIA bien sûr, et la compliance de deux ventricules, et qui va provoquer surtout une surcharge diastolique de cavité droite. Avec le temps, ça peut s'altérer, mais ça prend beaucoup de temps, avec donc une augmentation altération de la compliance de ventricule droit et l'augmentation de pression pulmonaire et parfois inversion des shunts. Si on reparle, nous avons vu ça plusieurs fois hier, des pathologies du cœur droit. Donc un cœur droit normal, c'est 2 couches musculaires au lieu de 3, avec une couche circonférentielle qui se partage un petit peu avec le ventricule gauche, d'où aussi l'interaction entre les deux ventricules, et surtout une couche musculaire longitudinale qui va pousser le sang comme un piston vers la voie d'éjection ventriculaire droite. Et donc, il y a des caractéristiques bien sûr différentes de ventricule gauche et on a les lésions de surcharge systolique ou de pression qui ont été bien détaillées hier. Bien sûr, ce n'est pas mon sujet. Et ici, la surcharge diastolique, mais qui provoque aussi des lésions au niveau histologique, au niveau physiologique et au niveau de l'imagerie. Et qu'est-ce que je vais détailler tout à l'heure. Alors, la première question, quand est-ce que ça commence ? Ces modifications sur le ventricule droit, ces modifications physiologiques et pathologiques, quand est-ce qu'elles commencent ? Et c'est un travail que je trouvais intéressant. C'est un petit peu qu'est-ce qu'on voit dans nos pratiques cliniques quand on voit des nouveau-nés pour un bilan de souffle, choses comme ça. Et on trouve une CIA... On sait plus ou moins que cette CIA va se fermer ou non. On voit tout de suite si le ventricule droit est dilaté ou non. Et donc, en fait, sur un registre danois sur beaucoup de patients, ils ont comparé les patients nouveau-nés qui ont été diagnostiqués avec une CIA qui persistait avec un groupe contrôle. Et vous voyez déjà qu'il y avait déjà cette dilatation de ventricule droit de l'oreille droite qui existait depuis la période néonatale. Donc, ces modifications commencent très tôt. Mais ça prend énormément, ça prend beaucoup de temps. Si on parle au niveau histologie ou de biomarqueurs, donc effectivement, quand on a une surcharge diastolique
au volumique de ventricule droit, on a tout de suite une augmentation du métabolisme ou une surcharge au niveau de la paroi latérale du ventricule droit et au niveau du septum interventriculaire, qui a été bien sûr confirmé sur le PET scan. Donc, toute charge volumique entraîne plus ou moins quand même une petite charge de pression ou augmentation de post-charge. Et donc, tous les patients qui ont une CIA, ils ont une masse ventriculaire droite un petit peu augmentée. Un changement de filaments de myosine pour les heavy chain filaments qui sont un peu moins bien pour la contractilité, mais qui consomment moins d'oxygène. Des facteurs de croissance et d'inflammation sont sécrétés et on a une augmentation, un début de fibrose. Par contre, la fibrose, ça arrive tardivement. Alors, si on regarde ici, ça c'est donc le ventricule droit, les fibres musculaires du ventricule droit normal. Là, c'est quand il y a une surcharge de pression, donc type HTAP. Donc, ce n'est pas le TG. Donc, il y a une fibrose qui s'installe rapidement. Par contre, quand il y a une surcharge volumique, la fibrose s'installe assez rapidement. Pas assez rapidement, ça prend du temps. Et c'est bien sûr, moins impressionnant que la fibrose en cas de surcharge systolique. Alors, maintenant, si on passe à la partie physiologique. Alors, comment ça se passe? Donc ça, effectivement, c'est qu'est-ce que nous avons vu hier. Donc, l'adaptation du ventricule droit à la surcharge de pression. Donc, ça ne concerne pas forcément pas nécessairement la CIA, sauf dans les stades tardifs. Mais ça explique de nouveau cet couplage entre l'élastance ventriculaire et l'élastance artérielle derrière. Et donc, ce rapport il est de 1,5. L'idéal pour le ventricule droit, c'est 1,5. Ce n'est pas comme le ventricule gauche où le rapport est plutôt de 1. Et puis, plus ce rapport sera altéré, plus on va dériver vers une adaptation qui n'est pas qui est plutôt délétère, qui se traduit par la dilatation du ventricule et par l'altération de sa fonction systolique. Mais en même temps, cette dilatation du ventricule droit entraîne des conséquences aussi sur le ventricule gauche parce qu'il va comprimer, surtout en diastole, le ventricule gauche, augmenter ses pressions de remplissage, augmenter la rigidité du ventricule gauche, qui peut expliquer aussi beaucoup de complications qu'on voit chez les patients adultes qui ont essayé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est les courbes de pression-volume d'un ventricule gauche avant et après fermeture de la CIA en phase aiguë. Ça veut dire qu'ils ont étudié les pressions-volume dans le ventricule gauche pendant la fermeture de CIA, juste avant et juste après chez les adultes. Et on voit que le ventricule gauche, il augmente son volume télédiastolique d'une façon brutale, mais surtout sa pression télédiastolique d'une façon brutale après la fermeture de la CIA, ce qui peut expliquer un cas de ventricule gauche qui n'est pas capable de s'adapter, qui est un peu rigide, qui a de troubles de relaxation. On peut se trouver facilement avoir la fibrillation atriale après la fermeture de CIA chez les patients adultes. Alors, maintenant, tout ça, ça nous conduit vers une autre notion. Qu'est-ce que ça peut donner une augmentation de pression sur un volume qui est déjà augmenté? Il n'y avait pas beaucoup d'études, j'ai trouvé 2 études. Et là, c'est une étude qui paraît le plus intéressant. Ça a été fait chez l'animal, chez les chiens. Ils ont créé des CIA chez des chiens et puis, plusieurs semaines plus tard, ils ont réopéré le chien pour faire des cerclages progressifs des artères pulmonaires. Ils ont comparé ça avec des chiens qui n'ont pas de CIA. Et donc, on voit dans tous les cas, quand on augmente les pressions, le post-charge d'un ventricule droit qui est surchargé en diastolique, le ventricule droit s'adapte moins bien qu'un ventricule droit qui n'a pas de surcharge diastolique au préalable. Et donc, cela, c'est intéressant parce que je pense que c'est le message clé que nous avons eu hier et que je pense que j'ai appris beaucoup de ce topo, pour ça j'ai eu beaucoup de plaisir, qu'on ne peut plus évaluer un ventricule avec une fraction d'éjection. L'évaluation d'un ventricule, ça doit être en fonction de précharge, post-charge et le couplage avec son artère.
Et je pense que c'est essentiel dans l'évaluation de ces patients. Ça nous conduit aussi, donc, rapidement, pour ne pas répéter ce qui a été dit hier sur l'imagerie. Bon, l'évaluation d'imagerie dans le cadre de l'ACIA, surtout l'échographie, qui va permettre de caractériser l'ACIA et de voir s'il y a une dilatation de ventricule droit ou non, avec toutes les difficultés de voir les ventricules droits. Là, c'est le même patient, ça dépend de la coupe. S'il est fait par un échographiste qui trouve que le ventricule droit est normal, ou par le cathétérisateur qui a envie de fermer la CIA et qui trouve que le ventricule droit est dilaté, ça juste en inclinant la sonde un petit peu. Et donc, les différentes mesures qui sont plus ou moins fiables à cause de la complexité de la courbe de la forme du ventricule droit et surtout et aussi, qu'est-ce qu'elle a dit Pamela hier, c'est la fonction et qui est encore, donc en gros, qu'on utilise dans la vie de tous les jours, c'est le TAPS et l'onde S'. On utilise un petit peu plus le strain, mais j'avoue, je n'utilise pas personnellement de façon systématique chez les patients, surtout qui ne sont pas à risque. Mais qui sort aussi, c'est que les patients qui ont un CIA qui reste symptomatique, ça revient un petit peu à la même chose. C'est ceux qui ont des paramètres combinés altérés. Ces paramètres combinés qui vont étudier le couplage ventriculo-artériel. Donc ces paramètres, ça peut être intéressant tout à fait effectivement chez les patients qui sont à risque pour savoir si ils vont rester symptomatiques après la fermeture de la CIA ou s'ils vont s'améliorer après la fermeture de la CIA. Après, pour les autres imageries, c'est bien sûr l'IRM qui peut être intéressant pour le volume. Je vais en discuter un petit peu après, et pour regarder parfois le retour veineux-pulmonaire, pour être sûr de retour veineux-pulmonaire. Tout ça, ça nous ramène un petit peu sur la question suivante, c'est qu'est-ce que ça peut nous aider pour le timing de la fermeture de la CIA? À quel moment il faut fermer les CIA? Donc la recommandation, elle dit à partir de 5 ans ou 6 ans. On voit très bien que sur une étude un petit peu ancienne, quand on ferme les CIA avant l'âge de 25 ans, ils ont une survie qui est tout à fait comparable avec la population générale. Voilà. Et puis quand on ferme tardivement, la survie diminue. Mais je vais expliquer plus tard, c'est un petit peu, il y a un biais dans ce travail qui est un biais énorme. Mais en tout cas, en gros, qu'est-ce qui sort si on ferme avant 25 ans? Il y a vraiment, normalement, pas de souci. Je reviens un petit peu sur ça. Qu'est-ce que je viens de montrer tout à l'heure? Et on voit donc sur les ventricules droits qui ont déjà une surcharge diastolique à cause d'une CIA, ou le contraire, s'ils ont une surcharge de pression à cause d'une HTAP d'une raison autre que la CIA, et on augmente leur précharge ou on augmente leur post-charge et ces ventricules s'adaptent moins bien. Ça peut, on sait très bien, la situation classique, c'est les enfants dysplasiques qui a 1 an, qui a une HTAP à cause de la dysplasie bronchopulmonaire et qui a une CIA et il demande s'il faut fermer la CIA ou non. Et quand on voit ça, il dit peut-être c'est justifié de façon physiologique, dire dans ces cas particuliers, si la CIA est fermable, pourquoi pas. Il y a quelques papiers, je ne vais pas montrer, dont la puissance elle est très très faible, qui dit qu'il y a peut-être des bénéfices. Donc effectivement, la CIA, il faut la fermer pas avant l'âge de 5 ans, de façon chez un enfant qui est asymptomatique. Mais s'il y a d'autres facteurs de risque, s'il y a d'autres symptômes, s'il y a de l'HTAP pour une autre raison, ça peut être tout à fait justifié d'aller fermer la CIA plus tôt, à mon avis. Alors, si on regarde un papier avec une population un peu plus large, qui ont étudié donc, la fermeture de CIA en fonction de l'âge, entre 20-40 ans, 40-60 ans et au-delà de 60 ans. Et en fait, c'est là où on voit le biais. En fait, on dit qu'il y a plus de mortalité quand on ferme la CIA plus tard, mais c'est peut-être parce qu'en fait, si on regarde ces patients dans leurs caractéristiques de base, ces patients qui ont une CIA détectée plus tard, ils ont plein de facteurs de risque qui existent déjà. Et
probablement on a fait le diagnostic de la CIA à cause de ces facteurs de risque associés, et qu'en fait il y a plein de patients qui ont des CIA qui sont dans la nature et qu'on ne les voit pas. Donc c'est ça le biais, en fait, que dire qu'il y a peut-être plus de mortalité quand on ferme plus tard, c'est pas la même population par rapport à des patients qui ont des CIA classiques. Ça c'est un petit peu la même chose. Et donc là, en fait, quand ils ont ajusté aux facteurs de risque, il n'y a pas plus de mortalité quand on ferme la CIA chez les patients plus âgés. Mais on sait que quand on ferme une CIA chez des patients qui sont des facteurs de risque, qui sont obèses, qui sont diabétiques, au-delà de 40 ans, ce sont des patients qui font faire dans 10 à 20% de la fibrillation atriale, comme j'ai montré tout à l'heure, à cause de cette interaction entre les deux ventricules et l'augmentation brutale des pressions remplissage dans le ventricule gauche. Ça revient un petit peu à la même chose. Est-ce que ça a modifié un petit peu quelque chose dans nos pratiques? La seule chose, alors malheureusement, là actuellement au CHR de Lille, tout patient au-delà de 40 ans qui a des facteurs de risque de fibrillation atriale, ça veut dire qu'il y a une hypertension artérielle pulmonaire, qu'il y a une dilatation des oreillettes, diabétique, obèse, hypertendu, on fait toujours une fenestration, on monte la prothèse sur guide, puis on monte sur le guide un ballon, on dilate un trou dans la prothèse jusqu'à 12 mm. Et là, c'est un patient, malheureusement, la vidéo ne marche pas. Mais 2 ans après, il garde toujours une petite communication qui permet de décharger cette oreillette gauche et le ventricule gauche le temps qu'il s'adapte avec la nouvelle circulation. Donc, j'aborde la dernière partie. Est-ce que parfois c'est trop tard? Est-ce qu'il faut fermer toutes les CIA? Est-ce que le ventricule droit va récupérer? C'est un petit peu la question qu'on pose dans la revalvulation pulmonaire. A priori, oui, ce n'est pas la même physiopathologie d'une fuite pulmonaire de Fallot. Le ventricule droit, il y a une meilleure contractilité et il y a un meilleur potentiel de récupération. Ça prend jusqu'à 1 an par rapport à plus le volume est augmenté, plus le shunt est important, plus ça va prendre du temps pour récupérer une taille normale. Ça prend jusqu'à 1 an. Le seuil de récupération où je trouve qu'il vraiment il y a une récupération complète, ça dépend du volume télédiastolique du ventricule droit et avec un seuil à 83 ml par mètre carré, le volume télésystolique à 75 ml par mètre carré et l'altération de la fonction d'éjection du ventricule droit. Donc un ventricule droit qui fonctionne bien, qui est modérément dilaté, normalement, ça devrait récupérer normalement. Et à une analyse multivariée, la seule chose qui va sortir, c'est le volume télédiastolique de ventricule droit à 183 ml par mètre carré. Donc ça reprend un petit peu la même chose et on voit que le facteur de risque de ventricule droit qui ne récupère pas, c'est le volume télédiastolique de ventricule droit, mais avec un seuil assez élevé à 180 ml par mètre carré. Voilà, pour conclure, donc, les conséquences de la CIA sur le ventricule droit commencent depuis la naissance. Ces effets sont très lents, ça prend beaucoup de temps, au moins je pense jusqu'à 40 ans où c'est tout à fait complètement réversible. La fermeture de CIA, donc bien sûr, il est préférable qu'elle soit réalisée avant l'âge de 25 ans ou 40 ans. Et quelques cas, un cas d'hypertension artérielle pulmonaire, bien sûr, avec tous les critères, qu'il ne soit pas un syndrome d'Eisenmenger, peut être considéré de fermeture plus tôt chez les enfants. Et surtout qu'une évaluation de ventricule droit, ça doit intégrer son précharge et son post-charge. Merci.